entendu, la Cour pénale internationale, c'est quoi ? C'est qui et ça sert à quoi ? Depuis sa prise de fonction en 2002, cette Cour pénale, c'est ce qui se fait de mieux en matière de justice internationale, ou de pire, disent ses détracteurs, qui rappellent qu'en bien cette Cour internationale n'a rendu qu'un seul verdict définitif. Peu importe, affirment ceux qui soutiennent la CPI, comme on l'appelle en abrégé, cette institution en est à ses débuts, elle fonctionnera bien si la communauté internationale fait ce qu'il faut pour lui faciliter le travail, et pas l'inverse. Car tout le monde, c'est le cas de le dire, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée de justice internationale. Il y a tout de même une série de grands pays qui n'ont ni adhéré au traité, ni ratifié l'existence de la CPI. Par exemple, ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Syrie, c'est d'actualité, ne sont signataires du texte. Pas de signature, pas de responsabilité, pas de poursuite, et pas de poursuite, pas de condamnation. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. En évoquant 131 pays ayant ratifié sur 193, ça a l'air extraordinaire, mais dans le détail, il y a deux limites importantes qui sont d'ailleurs liées. La première, c'est que des grands pays ont pu avoir signé mais n'ont pas ratifié. C'est les États-Unis, par exemple, de George Bush, qui avaient refusé systématiquement, et Obama n'est pas revenu là-dessus. Mais l'Amérique de Bush est allée encore plus loin parce que, pour éviter que la CPI n'existe, et puisse éventuellement juger des criminels de guerre américains, il conditionnait l'aide à des pays type le Sénégal au fait qu'ils arrêtent de ratifier la CPI. Donc on a voulu casser la CPI, pression, la Chine, la Russie, autant d'énormes pays qui ne sont pas membres de la CPI, de même que beaucoup de pays arabes, et qu'Israël, donc le conflit israélo-palestinien, est en dehors de ce contexte de justice internationale. Depuis 10 ans, en réalité, il y a eu 26 personnes inculpées. Et on constate quoi ? Que cette justice internationale, elle n'est pas si internationale que cela. Elle est un peu ciblée. Oui. Elle est un peu ciblée. C'est l'une des grandes critiques qu'on peut lui faire, c'est qu'elle est en réalité une justice en fait destinée aux pays africains, d'où les critiques qu'on peut lire aujourd'hui. Il y a certes donc les juridictions pénales internationales, mais par exemple, la Cour pénale internationale, dans son statut créateur, prévoit que la justice est également de la compétence des États, donc des juridictions nationales. C'est le principe sain d'ailleurs de complémentarité des juridictions. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand il y a des crimes internationaux, le niveau de juridiction qui est le premier compétent, ce sont les juridictions nationales. Et ensuite intervient par complémentarité la Cour pénale internationale. Donc concrètement, par exemple, on va prendre l'exemple de la France. Il appartient donc aux États d'adapter leur législation interne pour permettre aux juridictions nationales de poursuivre les crimes internationaux. Alors en France, c'est à partir de 2002 qu'il y a eu un projet de loi portant adaptation des juridictions nationales au statut de la Cour pénale internationale qui a permis aux juridictions françaises d'être compétentes pour les crimes internationaux. Mais si c'est une avancée, celle-ci, elle est fortement critiquée et en tout cas, elle a des zones qui sont insatisfaisantes et pour lesquelles les organisations internationales comme Amnesty International ou plus largement d'ailleurs la Coalition française pour la Cour pénale internationale qui réunit toutes les ONG qui promeuvent les droits de l'homme se mobilisent pour faire en sorte que cette loi soit améliorée. Parce qu'en réalité, cette loi, elle instaure, on va dire, 4 verrous pour la poursuite des crimes internationaux. Le premier verrou, c'est on exige, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que le présumé responsable ait sa résidence habituelle en France. Donc avoir l'exigence de la résidence habituelle en France, c'est un critère qui est vraiment très strict, parce que par exemple pour les crimes de torture, on exige simplement que le suspect soit sur le lieu, se trouve sur le territoire pour que la juridiction puisse être compétente. Alors que là, quand on exige la résidence habituelle, c'est vraiment une domiciliation spécifique. Donc, entre nous, quel présumé génocidaire va se dire « Bon, je vais habiter en France parce que c'est un pays qui m'intéresse, il y a la plus belle ville du monde, sous le risque qu'il puisse être donc poursuivi. » Donc, autant dire que c'est quasiment une disposition qui va à contresens du principe même de la compétence universelle. Il
y a encore une accusation qui fait effectivement mal car elle est difficilement contestable. Jusqu'ici, il n'y a que des leaders politiques ou des chefs militaires africains qui ont été inquiétés par la CPI. Et la question est donc posée avec insistance, pourquoi la Cour n'enquête-t-elle pas sur les agissements d'un Bachar el-Assad en Syrie, d'un George W. Bush en Irak ou d'un Vladimir Poutine en Tchétchénie? Il ne faut pas oublier que la Cour pénale internationale, elle peut être saisie de 3 façons. Elle peut être saisie par les États membres, donc qui ont signé et ratifié la Cour pénale internationale, par le procureur international de façon proprio motu, de sa propre initiative, et par le Conseil de sécurité avec une résolution de l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Et bien pour la plupart des cas qui sont traités actuellement sur les dossiers africains à la Cour pénale internationale, il faut savoir que ce sont les États africains eux-mêmes qui ont transféré leurs dossiers à la Cour pénale internationale. À première vue, on peut penser, oui, il y a une grande proportion de pays africains qui sont visés par la Cour pénale internationale, mais ce n'est pas du fait de la CPI proprio motu, mais c'est les États africains, soit parce qu'ils n'avaient pas la volonté politique de le faire, soit parce qu'ils n'avaient pas la capacité de mener à bien ces poursuites, ont saisi la Cour pénale internationale pour qu'elle s'occupe de ces affaires-là. Ce qu'il faut savoir, et c'est à la fois la force et la faiblesse de cette Cour internationale, c'est que l'institution basée à La Haye, aux Pays-Bas, ne peut poursuivre que dans certains cas de figure. 1. Si les suspects sur lesquels il convient d'enquêter sont des ressortissants d'États ayant ratifié le traité. 2. Si des suspects ont commis des crimes sur le territoire d'un pays ayant ratifié le traité. 3. Si la Cour se saisit elle-même. Et puis il y a un 4e cas de figure. La Cour peut intervenir sur les territoires de nations n'ayant pas adhéré à la Cour, mais à condition que le Conseil de sécurité et lui seul lui en donne l'ordre. Il y a donc en la matière une responsabilité politique collective, et c'est d'ailleurs ce que soulignait le tout premier procureur de la Cour. Le problème de la justice internationale, c'est que d'abord, elle n'est considérée que comme une justice entre les États et non pas entre tous les humains, passe par le canal des États, et que les États étant souverains bénéficient d'immunité de juridiction. C'est-à-dire qu'un État, et d'ailleurs les représentants de l'État à titre de personne, bénéficient d'immunité. On ne peut pas traduire un État en justice sans son consentement. Un État étranger ne peut pas traduire son voisin, son État voisin devant ses propres tribunaux ou même devant la Cour de La Haye sans le consentement de celui-là. Donc voilà, c'est ça la très grande insuffisance de la justice internationale, parce que du coup c'est comme ça qu'on a des poches de violence qu'on n'arrive pas à résoudre. La CPI ne pourra jamais se déclarer incompétente, parce que par définition ce sont d'abord les juridictions nationales qui doivent être compétentes. Résumons-nous. Dans un premier temps, sous le chapeau des Nations Unies, on a d'abord créé des tribunaux spéciaux et spécifiques dont vous avez forcément entendu parler. Il y a eu le tribunal spécial pour statuer sur les crimes de masse dans l'ex-Yougoslavie, le tribunal pour juger les responsables du génocide au Rwanda, celui pour la Sierra Leone ou celui pour le Cambodge. La CPI, c'est autre chose. Elle a une compétence internationale et la vocation à traiter tous les crimes de guerre sans limite dans le temps à venir. Pour ces criminels, le temps de l'impunité, c'est fini. L'ONU, elle s'est construite sur une contradiction. Quand on se construit sur une contradiction, ou bien on patauge dedans et on ne fait rien de bon, ou bien il y a un des termes de la contradiction qui dépasse l'autre. La contradiction, c'est d'un côté, on veut interdire la guerre aux États et on veut affirmer le droit international pour tous les États, et de l'autre, on garantit la souveraineté des États. La définition de la souveraineté, c'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Si les États restent souverains, alors au-dessus d'eux, il n'y a pas de droit international. Ou plutôt, il y a le droit international auquel ils ont consenti. Alors ça donne une fragilité extrême au droit international et à la justice internationale. Puisque le droit international, ce sont des traités. Donc le droit international est un droit à géométrie variable. Il n'y a pas l'équivalent de la loi en droit interne, c'est-à-dire une norme juridique qui s'applique à tout le monde. Et donc forcément, ça ne fait pas une société, ça.
Ça fait un attelage brinque-ballant qui fonctionne par moments si les gens sont de bonne volonté, puis qui après ne fonctionne plus. Donc l'ONU a vécu sur cette contradiction, et c'est la souveraineté des États qui a pris la main, c'est pas le droit international. De ces deux termes de la contradiction, et c'est la souveraineté des plus puissants, parce que j'ai cité les États déstructurés, on est resté dans le rapport de force. Le droit, c'est quelque chose qui vient canaliser le rapport de force, l'empêcher des débordements en faveur des plus forts. Et le droit, c'est la défense des plus faibles dans toutes les sociétés. Et là, le droit international est quand même sur un constat d'échec, il faut bien le dire. C'est sa mission et elle est ambitieuse. La CPI, Cour pénale internationale, doit juger tous les auteurs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes de persécution ethnique, crimes de torture et viol, à condition, et c'est important, à condition que ces crimes aient été commis après le 1er juillet 2002, date d'entrée de la fonction de la CPI. Autre qualité de la Cour, elle n'intervient que si les États n'ont pas la volonté ou pas les moyens d'entamer eux-mêmes des poursuites contre des criminels de guerre. Enfin, la Cour pénale internationale est dotée d'une compétence intemporelle. Elle n'est donc pas limitée à un conflit donné pendant une période donnée. La CPI compte, outre son bureau présidentiel et ses procureurs, 18 juges et près de 700 employés. Son budget annuel est de 115 millions d'euros. C'est la toute dernière demande concernant la CPI. Des experts de l'ONU souhaiteraient engager une procédure devant la Cour à propos de milliers de cas de traitements inhumains, torture, massacres, enlèvements, etc. infligés en Syrie par des Syriens. À noter que les deux camps sont visés, aussi bien les forces gouvernementales du président Bachar el-Assad que les diverses composantes rebelles et djihadistes. Les enquêteurs disposent de centaines de témoignages et de dizaines de milliers de documents photographiques. Problème, pour qu'un tel dossier soit transmis devant la CPI, il faut obtenir l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Autre tentative qui a fait la une des journaux, une ONG allemande et un cabinet d'avocats britanniques voulaient demander au parquet de la CPI d'enquêter sur des crimes de guerre apparemment commis par des soldats britanniques en Irak entre 2003 et 2008. Londres a rejeté toutes ces allégations. D'autres instances ont voulu faire comparaître George Bush pour cette guerre en Irak ou encore Vladimir Poutine pour sa politique de répression en Tchétchénie, sans succès. Enfin, tout dernièrement, en Égypte, des avocats des frères musulmans, la confrérie du président destitué Mohamed Morsi, ont annoncé avoir déposé une plainte auprès de la CPI. Il y a peu de chances qu'une telle procédure soit ouverte. Céline Bardet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc juriste internationale, spécialiste des Balkans. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Zone sensible, une femme contre les criminels de guerre, donc paru aux éditions Le Toucan. Un ouvrage dans lequel vous racontez votre parcours personnel, professionnel, à travers votre travail sur le terrain dans les Balkans, donc en Bosnie, mais aussi au Kosovo, et puis dans les couloirs du TPI à La Haye. Mladic est donc le troisième responsable, avec Milosevic et Karadzic, à comparaître devant le TPI. La justice internationale, on peut dire qu'elle est en marche, justement, qu'elle devient irrémédiable pour ces criminels de guerre. Je crois que oui, effectivement, que ce soit le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou aujourd'hui la Cour pénale internationale, elle devient incontournable. Je pense que c'est dans la tête de tout le monde aujourd'hui qu'à un moment, quoi qu'on fasse et qui que l'on soit, y compris président, on aura à rendre des comptes. Donc elle avance, petit à petit, elle avance. Alors vous le dites, que les arcanes du droit vous intéressent nettement moins que le fond des affaires. Vous avez choisi d'aller sur le terrain. C'est essentiel pour un juriste, aller sur le terrain, rencontrer les victimes. C'est aussi très dangereux. C'est dangereux, oui, ça peut être dangereux, effectivement. Vous racontez quand même que vous avez été victime d'attentats, de tentatives d'enlèvement. Oui, effectivement, parce que ce soit le Kosovo, enfin surtout le Kosovo à l'époque où j'y étais, c'était encore très, très sensible. Mais évidemment, c'est dangereux, mais moi j'ai toujours une réaction par rapport à ça, parce que je pense que ce sont tellement les gens sur le terrain qui sont, les locaux, qui sont en danger que voilà, nous, c'est un choix. Maintenant, est-ce que c'est le travail d'un juriste d'aller sur le terrain ? Moi, je pense que oui. Enfin, en tout cas, ça a été mon choix personnel. Pour autant, chacun a ses choix. On comprend mieux les choses. Moi, j'ai eu ce besoin-là, en tout cas, puisque j'ai commencé ma carrière au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où j'étais ravie de travailler, évidemment. J'ai appris énormément de choses. Mais j'ai eu cette envie d'aller sur le terrain, parce que ça m'a paru important. Lorsqu'on est assis dans une salle d'audience comme ça à La Haye, je crois que c'est important d'avoir quand même une idée
de ce que sont les Balkans, de ce que sont les victimes, ce qu'elles ont vécu. Et voilà, en tout cas, moi, ça a été mon choix. C'est difficile de mener une instruction à un criminel sur place. Vous dites qu'il existe une omerta des Balkans. Les témoins, les victimes se taisent encore parce que les criminels sont encore dans la rue et finalement, ils se croisent au marché le matin ou à la boulangerie. C'est difficile donc d'amener ces témoins à témoigner à la barre, finalement. Alors, effectivement, oui, c'est très difficile. Moi, je parle beaucoup de ça dans mon livre. Je raconte les histoires de personnes, de procès que j'ai conduits, notamment dans le district de Brčko, au nord de la Bosnie, qui a été un endroit très stratégique pendant la guerre et dans lequel il y a eu beaucoup d'atrocités commises. Oui, il y a une omerta. Pourquoi ? C'est très complexe. Bien sûr, les personnes ont peur parce qu'il y a encore beaucoup d'auteurs de crimes qui... comme je raconte dans mon livre, qui continuent à faire leur marché avec les victimes tous les jours. Donc c'est assez bizarre comme situation. Il y a aussi le fait que les victimes ont beaucoup attendu, notamment de la création du tribunal pénal international. Il faut savoir qu'au tout début, il y a énormément d'enquêteurs qui sont venus et puis ensuite qui sont repartis. Le TPI de La Haye a pour vocation de juger les personnes les plus hautement responsables. Donc les victimes, elles se sont senties un petit peu... délaissés. Il y a aussi ça. C'est pour ça que c'est important d'aller sur le terrain parce qu'il y a aussi ça qu'on comprend, que moi je n'avais pas forcément compris au TPI. Et puis bien sûr, il y a les menaces. Il y a des témoins qui ont été assassinés. Mais je le répète aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi simplement la menace, le harcèlement. Les Balkans sont de petites communautés. On vous dit très clairement, ne te mêle pas de ça ou reste chez toi et ton fils aura un travail. Voilà, il y a politique aussi. Il y a énormément de pression à tous les niveaux. À la fin des années 90, la justice internationale en est à ses balbutiements. Elle reste quand même aujourd'hui encore une nébuleuse. Il y a beaucoup d'instances. Il y a donc la Cour internationale de justice, vous l'avez dit, il y a la Cour pénale internationale qui est créée depuis 2002, la Cour de justice européenne. Enfin, on a du mal à s'y retrouver finalement. Oui, c'est très complexe. Alors, je vais laisser la Cour européenne. En ce qui concerne le pénal, effectivement, la grande différence, c'est que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ont été créées par des résolutions du Conseil de sécurité, donc dans un contexte très particulier, imposées, et elles ne sont vouées à ne juger que ces choses-là. Il y a maintenant la Cour pénale internationale, qui est un organe permanent, donc c'est vers celle-ci qu'on doit tourner nos yeux aujourd'hui, parce que tous les personnes qui auront commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, auront à répondre devant cette cour. Et puis, il y a ce qu'on appelle les tribunaux hybrides, dont on parle très peu, qui est en Sierra Leone, qui est au Cambodge, qui sont un mixte, qui sont aussi des tribunaux intéressants de par leur nature. Alors, juste toujours en Afrique, Joseph Kony est toujours recherché. Il n'y a plus d'impunité pour les dirigeants sanguinaires. Ça n'empêche pas les atrocités. Par exemple, qu'est-ce que peut attendre Bachar el-Assad ? Alors, Bachar el-Assad, c'est complexe parce que là, on rentre d'abord dans une situation de conflit en cours, donc j'aurais du mal à me prononcer sur ces questions-là. Le fait est que ça a été déjà documenté qu'il y a des crimes qui ont été commis et certainement des crimes de guerre. Donc à voir, il pourra avoir certainement à comparaître devant la Cour pénale internationale, comme l'est monsieur le fils de Kadhafi et comme l'aurait été Kadhafi d'ailleurs s'il n'avait pas été tué. Maître Philippe Curat, avocat à Genève et secrétaire général du barreau pénal international. Vous la connaissez, cette justice internationale, vous êtes allé plusieurs fois en Afrique voir ce qui se passe. Première question toute simple, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas, cette Cour pénale internationale ? Elle fonctionne puisqu'il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours, que certains procès sont déjà terminés, d'autres en appel, qu'il y a des enquêtes sur différentes situations qui sont à différents stades aujourd'hui. Donc on peut dire effectivement qu'elle fonctionne. Mais encore une fois, uniquement des Africains. Alors, essentiellement des Africains. C'est un bon début ou c'est un mauvais début, si j'ose dire ? C'est un début qui est concret. On peut évidemment améliorer un certain nombre de choses, beaucoup de choses même, c'est perfectible, mais le début est là. Alors, on rappelle que ce sont les États africains qui ont eux-mêmes demandé que la Cour soit saisie. Alors, certains d'entre eux, pas tous. Dans le cas du Kenya, par exemple, le procureur s'est saisi directement lui-même de la procédure. Et puis pour la Libye et le Soudan, c'est le Conseil de sécurité qui a saisi la Cour. Mais les autres situations africaines viennent effectivement de la demande de ces États-là eux-mêmes. Vous venez de parler du Conseil de sécurité. C'est vrai que souvent, c'est au Conseil de sécurité de demander justement que la Cour intervienne. Alors, la Cour peut intervenir soit à la demande d'un État partie,
soit sur l'instance même du procureur qui va décider de se saisir de lui-même, soit effectivement à la demande du Conseil de sécurité, ce qui permet que lorsqu'un État non parti au statut se retrouve dans une situation où des crimes de masse sont commis sur son territoire, il peut ne pas échapper finalement au champ de la justice pénale internationale sur décision du Conseil de sécurité qui considère qu'il y a une violation de la paix ou de la sécurité internationale. Eh bien justement, ça nous amène à l'actualité, à la Syrie. Qu'est-ce qui empêche un jour de voir Bachar el-Assad devant cette Cour pénale internationale? Il faudrait deux choses. Soit que le gouvernement syrien ratifie le statut de Rome. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais là, le Conseil de sécurité pourrait dire on voudrait que M. Bachar el-Assad, à supposer qu'il ne soit plus président de son pays, comparaisse devant la Cour. Alors, le Conseil de sécurité renvoie une situation, pas une affaire. C'est-à-dire qu'il va renvoyer la situation en Syrie globalement. Il ne visera pas une personne en particulier. Il visera une situation dans sa globalité. De même, il ne peut pas viser George W. Bush pour l'Irak ou Vladimir Poutine pour la Tchétchénie. Exactement. Il pourra viser la situation en Irak, mais pas un accusé potentiel en tant que... Quelle est votre analyse de la situation ? On manque de courage politique au plus haut niveau du monde pour la saisir, cette Cour, qui apparemment ne demande qu'à fonctionner. Alors, on manque peut-être surtout de confiance. Et cette confiance des États, on ne l'a pas réellement. On le voit essentiellement sur le choix des candidats à des postes de magistrats, où les États préfèrent nommer ou présenter des diplomates plutôt que des juges de carrière. C'est plus malléable ? Ça pourrait passer pour tel, mais ça nous amène surtout à avoir finalement sur le siège de la Cour des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle d'audience avant que de diriger un procès à la Cour et qui sont souvent pas à la hauteur de leur tâche. Là, ça c'est l'avocat qui voudrait qu'on professionnalise cette Cour, non ? Il est nécessaire, lorsque l'on part dans des procès qui sont d'une extraordinaire complexité, d'avoir des gens qui savent comment ça fonctionne. Cette Cour, elle sera vraiment universelle et internationale lorsque tous les États auront signé, ratifié les traités la régissant. C'est pas le cas. La Russie, les États-Unis demandent l'impunité pour leurs soldats en Irak. Donc il y a encore du travail. Il y a quand même 122 États qui sont actuellement partis au statut de la Cour pénale internationale. Il y a un processus qui va vers effectivement cette universalisation de la Cour, c'est sa vocation. Et il y a le Conseil de sécurité qui peut combler les trous, le cas échéant, lorsqu'il y a un accord politique, là encore, qui peut se trouver. Donc la vocation est clairement universelle.